Sunderlight Productions. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode de notre série de 4 podcasts consacrés à Manon Genet en collaboration avec NutriPure. Dans ce volet, nous allons parler de la charge mentale d'une athlète de haut niveau et de la façon dont elle arrive ou non à conjuguer entraînement, compétition de haut niveau et maternité. Elle reviendra également sur ce jour où ce trop-plein aurait pu lui être fatal. Bonne écoute. Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Tous les vendredis du 3 au 24 mai, découvrez celle de Manon Genet, triathlète de haut niveau. Elle nous ouvre les portes de son univers et nous révèle ses meilleures stratégies pour surmonter tous les défis de la vie d'une athlète professionnelle. Bien-être mental, performance, parentalité, nutrition, plongez dans la vie sportive, là où la détermination rencontre la passion. Ce programme vous est proposé par NutriPure, qui s'engage à vous offrir le meilleur de la nutrition sportive. Activez votre potentiel aujourd'hui sans sacrifier votre santé de demain. Bonne écoute. Salut Manon. Salut Cléo. Je suis trop contente de te retrouver pour ce deuxième épisode où on va parler d'un sujet dont on parle finalement assez peu, le sujet de la charge mentale chez les sportifs. Alors quand on parle de charge mentale, forcément, quand on est athlète de haut niveau, il y a le sport à gérer, la carrière professionnelle, les attentes personnelles aussi également, les entraînements, toutes les sollicitations potentielles qu'on peut avoir en tant que sportif. Ça fait beaucoup de choses. Ça fait beaucoup de choses. Toi, Manon, comment est-ce que tu gères tout ça ? Tu le soulignes très bien. En fait, toutes ces attentes, finalement, qu'elles soient sportives, pro ou personnelles, en fait, elles concernent exactement le même sujet. Et du coup, ça en fait un sujet qui devient d'un coup très lourd et très difficile à gérer au quotidien parce que tout est lié finalement à la performance, à ma relation à ma carrière sportive. Moi, en l'occurrence, c'est le triathlon, mais c'est le cas dans n'importe quel autre sport. À la différence près que je pratique un sport qui est indépendant, individuel, et que donc j'ai un statut libéral en fait. Donc je suis le seul moteur de cette carrière sportive. Et en gros, si moi je m'arrête, il y a tout qui s'arrête. Donc ça, déjà, à la base, ça fait une grosse charge mentale. Parce que ça veut dire que je dois prendre en compte tous les aspects de ma carrière sportive. Le premier aspect, c'est la recherche de performance. Si je ne suis pas performante, je n'ai pas de crédibilité, je n'ai pas de notoriété, je n'ai pas de résultats sportifs, je n'ai rien, puisque tout va découler de ma performance. Le deuxième aspect, qui est souvent celui dont on parle moins, voire pas, dont les gens ne sont absolument pas conscients, c'est que je gère en fait une entreprise. Ouais, complètement. Je suis le produit de cette entreprise, mais je gère une entreprise et je gère tous les aspects d'une entreprise. Je gère l'administratif, je gère la fiscalité, le droit, la recherche de sponsors, la relation sponsor, les moyens de communication, les perspectives de communication. Je cherche aussi tout ce qui est lié à la performance, de qui m'entourer. Quelles sont les recherches qui sont liées à la performance pour pouvoir évoluer et faire continuer à évoluer mon jeu. Je gère aussi toute la logistique. C'est moi qui organise mes stages, c'est moi qui organise mes déplacements sur les compétitions. Donc je suis aussi une agence de voyage. Et je gère les crises. Ouais. Parce qu'il y en a toujours. Communication de crise, en plus de ça. Communication de crise, mais aussi les crises physiques, les blessures, etc. Voilà. Et en fait, quand on regroupe tout ça sur un même sujet, on n'a finalement plus d'échappatoire. C'est-à-dire que mon métier prend 99% de ma vie. Et tous mes choix, minimes, aussi minimes qu'ils soient, ont un impact sur ma performance et donc sur mon niveau de vie et donc sur la continuité ou pas de cette carrière. Du coup, on se demande même c'est quoi le 1% qui reste ? Mon chien. Qui n'a rien à voir avec tout ça. Puisque même mon conjoint, c'est mon entraîneur, donc il est entièrement impliqué là-dedans. C'est vrai. Non, mais je dis 99% parce qu'au final, c'est un choix, tout ça. J'ai appris ces derniers temps qu'il fallait absolument garder une phase de ma vie qui soit sans le triathlon, parce que sinon on explose ou on implose, mais ça peut pas passer en fait. C'est trop de pression qu'on n'imagine pas, parce que vu de l'extérieur, on me dit souvent, mais c'est quoi que tu fais à côté de l'entraînement ? Parce qu'au final, si je m'entraîne 25-30 heures,
c'est toujours moins que n'importe quel autre métier où c'est tout à fait correct. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que ça, c'est juste l'entraînement net. Visible, ouais. C'est net, c'est du net. Il n'y a pas tout là à côté. Moi, j'ai des semaines, je ne m'arrête jamais du lundi au dimanche. J'ai des journées du non-stop, du matin jusqu'au soir. Et pour tout te dire, pendant 7 ans, je n'ai pas pris de vacances. Ah ouais. 7 ans. Il a fallu que je craque complet pour me dire, OK, la pause, parce que c'est plus possible. Mais justement, j'allais te dire, en fait, comment on fait pour ne pas craquer ? Comment ça s'est passé pour toi ? Tu dis à un moment donné, en fait, le couvercle, il se soulève, quoi. Ouais. Le couvercle, il se soulève. Après, je pense que c'est un choix. Il y a des athlètes qui arrivent à se concentrer uniquement et quasi uniquement sur la performance. C'est des athlètes qui se focalisent sur les résultats sportifs. Ça fonctionne aussi, parce qu'au final, le but d'une carrière sportive, c'est ça. C'est ça qu'on demande à un athlète, c'est de la performance. Moi, j'ai un profil où j'ai décidé que ma carrière sportive, elle aurait 2 versants. Il y aurait ce versant performance, qui est le plus important, qui est la base, en fait, qui est le socle. Et il y a aussi ce versant où j'ai envie de construire quelque chose, c'est-à-dire que j'ai pas envie que demain, si je fais plus de performance, pour une raison ou pour une autre, que ce soit éphémère, temporaire ou sur le long terme, parce que j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière, j'ai envie d'avoir construit des choses. J'ai pas envie de me retrouver demain sans rien, en fait. Donc construire des choses, ça veut dire construire des relations humaines, construire des perspectives de carrière futures. Sur le long terme. Ça veut dire qu'il faut travailler d'une certaine manière, il faut avoir un autre intérêt pour les gens qui m'entourent. Donc moi, j'ai ces 2 versants-là, et je suis quelqu'un aussi de perfectionniste. J'aime beaucoup, en fait, tous les aspects de l'entrepreneuriat, ça me fascine. Donc j'ai choisi, moi, d'avoir ces 2 versants-là et de m'y consacrer quasi 50-50, en fait. Un peu au détriment, souvent, de ma santé mentale et voire physique, on y reviendra. Mais on n'est pas obligé d'avoir ces choix-là. On peut aussi tout simplement se concentrer sur la perf. Ouais. Pourquoi tu as fait ce choix de tout gérer à 100%? J'ai pas vraiment eu le choix. J'ai un sport qui me demande en fait d'évoluer seule. Je fais un sport où il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de soutien. Le seul accompagnement que j'ai depuis le début et qui reste mon accompagnement stable, ça reste mon conjoint qui est mon entraîneur et qui évolue avec moi et qui du coup comprend toutes ces facettes-là parce qu'il les vit avec moi. Mais sinon, il n'y a pas de structure. Il n'y a pas de guide, du manuel du parfait petit triathlète professionnel. Le triathlon pour les nuls. Non, même le triathlon pour les bons, il n'y en a pas. Donc en fait, on arrive dans un milieu où il y a tout à faire. Donc en fait, tu es un peu obligé de toute façon de prendre conscience de tous ces aspects-là de la performance. Et souvent, quand tu développes une carrière sportive et que tu la professionnalises, tu te retrouves face à des situations qui vont t'amener à faire des erreurs, qui vont t'amener à devoir trouver des ressources. Donc, tu es un peu obligé. La chose, moi, qui peut-être me caractérise un petit peu, c'est qu'à la base, je ne suis pas sportive professionnelle. Ouais. À la base, je suis même une carriériste plutôt dans les bureaux, plutôt... en entreprise. En entreprise, voilà. Moi, à la base, je voulais travailler dans les ambassades. Donc, j'ai fait des longues études. Je suis partie vivre un peu à l'étranger. Moi, à la base, c'était pas du tout... j'étais pas du tout orientée sur une carrière sportive professionnelle. Donc, en fait, j'ai aussi une passion pour l'entreprise, pour tous ces aspects-là qui sont très intellectuels. L'aspect gestion, tu as même bossé dans le marketing. Ouais. Donc, c'est là, maintenant, tu fais le marketing de ta propre carrière, finalement. Exactement, ouais. Ouais, l'image de marque, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faut absolument développer dans le sport parce que les athlètes en manquent, les athlètes individuels, parce que les équipes, c'est un petit peu différent encore, les sports qui fonctionnent par équipe. Ils ont autour d'eux une structure et une équipe qui leur permet d'avoir des professionnels à proximité qui les aident sur ces aspects-là. Mais quand t'es seul, donc tu dois de toute façon avoir conscience de tous ces aspects-là. Mais après, c'est ma particularité. J'aurais pu choisir une autre voie, mais c'est comme ça que j'ai choisi de construire ma carrière sportive. La vie t'a mené aussi là-dessus. Exactement. Ça a été un choix aussi, finalement. Ouais. Tu dis que toi, donc, t'as choisi sans choisir de faire ça. Mais à un moment donné, quand ça prend 99% de ton temps,
Est-ce qu'il y a un moment donné où tu t'es dit, OK, là, il y a peut-être des signaux où ma performance, elle est en train de passer en second plan, où je sens que je me sens plus bien, où il y a trop de fatigue mentale. Est-ce que tu as réussi à identifier ces moments-là où ça commençait à basculer vers quelque chose qui était peut-être négatif pour ton sport? En fait, l'erreur qu'on peut... Enfin, je ne sais pas si c'est l'erreur, mais c'est là où ça m'a mené, ou là où ça peut nous mener, c'est qu'en fait, les attentes que j'ai vis-à-vis de moi-même, qu'elles soient sportives, pro ou personnelles, ça devient plus que mes attentes. Parce que je m'entoure d'une équipe, je m'entoure de sponsors, je suis suivie médiatiquement, j'ai mes réseaux sociaux à gérer, etc. Et d'un coup, qui je suis ou ce que je fais doit subtilement répondre aux attentes des autres. Et c'est là, en fait, qu'il a commencé à avoir un fossé, quelque chose qui se creuse et qui n'est pas normal. C'est qu'en fait, mes attentes deviennent différentes des attentes des autres. Et pour moi, la première erreur à pas commettre, c'est se décentrer de soi-même, se détacher de ses propres attentes. Parce qu'à la base, quand on fait de son sport une carrière professionnelle, c'est que le moteur premier, ça doit être le plaisir, la recherche de performance. Sans ça, on ne peut pas être performant. Si on n'est pas en adéquation avec ce qu'on fait, si on n'est pas en adéquation avec ce qu'on donne en termes d'investissement, avec ce qu'on recherche, ça ne peut pas tenir. Ça peut tenir sur un petit temps et après, ça explose. Ce n'est pas possible. T'as senti à un moment donné qu'il y avait ce décalage qui était en train de se créer? Moi, je l'ai clairement senti parce que j'étais sur une ligne de départ. J'étais dans un stress monumental à l'idée de ne pas répondre aux attentes de mes sponsors, pas répondre aux attentes d'un tel, parce qu'il y a toujours des clauses financières qui sont liées à la performance. Donc en fait, je ne savais même plus pourquoi je courais. Est-ce que je courais pour la prime ? Parce qu'il faut que je mange. Est-ce que je courais parce que c'est la recherche de performance? Est-ce que je courais parce que sur les réseaux sociaux, on m'avait dit que je valais plus rien? En fait, je courais pourquoi? Et là, quand j'ai commencé à comprendre l'engrenage dans lequel j'étais en train de me noyer, je me suis dit, là, il faut faire quelque chose, ça va plus. Il faut absolument se recentrer sur soi. Mais c'est hyper dur, en fait, sur le moment, parce que ça demande beaucoup de lucidité et qu'on n'a pas forcément parce que la charge mentale de cet état de carrière fait qu'on n'est pas lucide, en fait, on est trop fatigué. Il faut réussir à prendre de la hauteur. Ouais. C'est vrai que quand t'es dans le tas... Ouais, t'as la tête dans le guidon, quoi. Tu peux pas... C'est hyper compliqué de prendre de la hauteur. Oui, et puis tu l'as pas, la hauteur, parce que toi, t'es sur des questions qui sont... très présente, enfin, c'est des questions, c'est maintenant, c'est l'entraînement, c'est la compète, c'est le média, c'est le journaliste, c'est le sponsor, c'est la clause de contrat. Donc en fait, on est c'est très immédiat en fait comme style de vie. On a du mal à prendre ce recul-là et se dire, il faut que je vois les choses plus dans leur globalité. Pour ça, il faut du retrait. Il faut se retirer un petit peu de sa carrière sportive. Mais on peut pas se retirer de sa carrière sportive s'il n'y a pas quelque chose qui nous oblige à le faire. On est dans l'urgence du résultat, tout le temps. Tu vois, moi, en même temps, forcément, quand tu parles de ça, quand tu dis ça, je me dis tout de suite, mais en fait, comment faire aussi quand t'es sportif de haut niveau, tu le disais, t'as aussi besoin de tous ces gens-là, des sponsors, des médias, pour vivre, que ce soit juste d'un point de vue financier, hein, parce que c'est aussi, je veux dire, les sponsors, c'est aussi ce qui te permet de vivre, de te concentrer sur ta performance, etc. Comment on fait pour réussir à dissocier? Comment on fait, en fait, quand ces gens-là te font vivre? C'est une rigueur à avoir envers soi-même. C'est-à-dire qu'il faut le conscientiser. Ce journaliste-là, il m'a foutu la pression sur tel sujet. Ou tel média, il m'a foutu la pression parce qu'il y a eu un post ou parce qu'il y a eu quelque chose. Déjà, si on ne conscientise pas qu'on est en train de se noyer dans la vie des autres, on ne peut pas prendre de recul. Et après, je pense qu'il y a un gros travail psychologique. On est obligé d'être accompagné, mais on est obligé de ne tirer de cet accompagnement que le positif et savoir mettre de côté le négatif. Et ça, c'est un énorme travail que j'ai dû faire, c'est accepter de dire non. Être en accord avec moi-même, avec le fait de dire non, ça, j'en veux pas. Apprendre à dire non, c'est ce qu'il y a de plus... important, mais dans la vie de tous les jours, en fait, c'est ta limite. Ça, j'en veux pas.
Et c'est d'abord se respecter, savoir quelle est sa propre limite, à quel moment on n'est plus intègre, à quel moment on fait les choses pour les autres. Et il y a tellement d'énergie qui est utilisée, qui est demandée pour la recherche de performance et pour tout cet à côté, que si on n'est pas capable de dire non, on s'épuise. Et en fait, on utilise cette énergie pas au bénéfice de notre carrière sportive, mais au bénéfice des autres. Et les autres, c'est pas eux qui nous font avancer. On est le seul moteur. Et sur l'aspect plus financier, parce que là, effectivement, tu dis dire non sur des sollicitations médias, ce genre de choses, tu peux le faire sur des sponsors, par exemple, les sponsors qui vont amener du financier. Quand tu vis de ton sport de haut niveau, comment tu fais ? Est-ce que tu peux dire non aussi finalement à des sponsors ? Est-ce que cette charge mentale-là aussi de vivre correctement de son sport, de cet argent-là qui va aussi te permettre à investir, à avoir du bon équipement, à finalement juste aller vers la performance, comme tu disais, hein, qui est le centre finalement de ton métier, ça prend pas trop de place ? En fait, c'est hyper difficile. Tu as besoin d'aide. En triathlon, on ne vit pas avec grand-chose, il ne faut pas se le cacher. On te propose de l'aide et tu te rends compte, tu n'es pas sûr en fait, c'est ça la question, c'est est-ce que cette aide va m'apporter plus ou est-ce qu'elle va me contraindre plus ? Combien de sponsors m'ont contacté en me disant j'ai besoin de tant de postes pour du prêt de matériel ou de la dotation matérielle. En fait, c'est à toi de savoir, j'ai besoin de ce matériel impérativement, je prends la contrainte de faire cette com, ou je décide que je préfère m'acheter ce matériel parce que derrière, je n'aurai pas cette contrainte qui est trop importante pour moi et qu'aujourd'hui, je ne suis pas capable d'accepter parce que ma charge mentale fait que, ma situation fait que... C'est vraiment toujours un espèce d'équilibre à se demander le bénéfice contre ce que ça peut ne pas m'apporter en fait. Et en même temps, tu vois, quand tu dis ça, je me dis, est-ce que des fois, c'est pas un peu aussi le monde à l'envers ? C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, quand tu es dans la recherche de performance, tu as besoin aussi de soutien. Là, tu sais que tu parles de sponsors qui viennent te voir et qui te proposent maintenant aussi que tu as une notoriété, que tu t'as performé, que tu as fait des résultats à niveau international. Sauf que quand tu as commencé d'ailleurs, hein, toi, il y a 7 ans, et tu dis, moi, j'étais pas du tout destinée à cette carrière-là, et finalement, je me suis dit, allez, tentons l'expérience du sport professionnel. À un moment donné, il faut aussi que tu puisses avoir les moyens de le faire. Comment faire ? De toute façon, au début, tu es obligé de passer par des solutions contraignantes. À moins d'avoir à côté de soi un entourage qui te permette de justement faire ce travail-là à ta place. Donc ça veut dire potentiellement avoir quelqu'un qui travaille pour toi gratuitement. Ça peut être un membre de ta famille ou quelqu'un comme ça. Ça existe. Hein. Il y en a qui arrivent à s'entourer très rapidement, à trouver des solutions. Il y en a qui arrivent aussi, qui arrivent dans le triathlon ou dans n'importe quel autre sport avec un bagage financier. Donc, ils arrivent tout de suite à s'entourer, etc. Il y en a qui arrivent avec des contacts, des connaissances, etc. Mais généralement, au début, tu arrives, tu es jeune, tu n'as pas beaucoup de bagages, tu n'as pas beaucoup de moyens, et ce qu'il te faut, c'est des aides. Donc, tu es toujours dans cette espèce de contrainte entre accepter des sponsors ou des propositions de sponsoring qui ne vont pas te mener bien loin, mais qui vont quand même, tu vois, t'apporter cette petite aide pour passer une étape supplémentaire. Ouais. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure que tu évolues, et c'est ça, en fait, tout l'équilibre précaire qu'il y a, c'est que est-ce que tu vas évoluer ? Si tu acceptes toujours plein de contraintes, est-ce que tu vas évoluer ? Mais dans cet équilibre précaire, savoir quelles sont les phases où tu es en train de passer un cap, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue performance, d'un point de vue... où tu peux te défaire de... ou mettre de nouvelles contraintes, de nouvelles règles, tu vois, un nouveau jeu, où tu vas pouvoir expliquer qu'aujourd'hui, tu vaux plus ça, mais tu vaux ça, et que soit on te suit, soit on te suit pas. Mais il faut avoir cette lucidité-là, de te dire, là, j'ai passé une étape, j'ai passé un step dans ma carrière sportive, je peux prétendre à mieux. Sauf que ça, s'évaluer personnellement, c'est hyper dur. C'est très dur. Comme faire sa propre communication, c'est très dur. Faire de la communication sur un produit qui nous est extérieur, je dis pas que c'est facile. Il y a un peu de distance, mais il y a de la distance. On n'est pas, c'est pas nous on n'est pas la personne ou la chose qu'on est en train de promouvoir.
dans le cadre du sport de haut niveau, dans notre génération-là, dans notre société-là, où on est maître de notre communication, au final, on est le produit. Et quand on est tous les jours à l'entraînement, dans la difficulté, dans ce stress, en train de se dire tous les jours j'ai un challenge à relever, donc en fait on a une image de nous-mêmes qui nous ramène toujours à de l'humilité. J'ai pas réussi cette séance, c'était très dur, j'étais dans cet état-là, je suis fatiguée. Donc en fait on est dans un état, toujours dans une charge émotionnelle qui est très importante, et en même temps, sur notre communication, qui est public, on est censé faire les grands gaillards et montrer que tout va bien et que on est les rois du pétrole et qu'on est en super forme pour la course qui arrive. Parce que c'est ce que les gens attendent, c'est ce qu'ils veulent voir. Ils veulent avoir confiance. Non seulement ils veulent avoir confiance, puis ils veulent rêver, quoi. Ouais. Ils veulent des gens solides. Et c'est normal. Bien sûr. Mais nous, on est dans cette absence totale de recul où moi, je suis face à mes émotions, je suis face à mes blessures, je suis face à mes situations personnelles, parce qu'on a aussi une vie à côté. Qui font que non, je suis pas toujours à 100%, mais je dois montrer que je suis à 100%. Comment on fait pour garder cet équilibre ? C'est fou, c'est terrible, c'est vraiment la question. Tu donnais des pistes un petit peu tout à l'heure de réponse, mais ça a l'air si complexe de gérer tout ça. Moi, je pense que déjà, il y a un travail psy à faire. Quand je dis psy, je mets la prépa mentale dedans. Ouais. Et je pense honnêtement qu'il faut se former. Je pense qu'en fait, on est obligé de se former. Il faut trouver des méthodes de travail, et des formations qui nous aident à comprendre déjà notre fonctionnement psychique et psychologique et des outils qui nous permettent de nous protéger, en fait. Parce qu'il en existe plein. Et que si on n'en a pas conscience, en fait, on est toujours dans... On n'a pas de filtre. On n'arrive pas à mettre de recul, tu vois. On n'arrive pas à se dissocier de la situation. Et il faut toujours apprendre à prendre du recul. C'est un petit peu comme si t'étais plus acteur de la situation, mais spectateur. Et que t'avais d'un coup un objectif qui était beaucoup plus large sur 2 personnes dans une situation. Et en fait, ça s'apprend. C'est pas inné. Quand t'as le nez devant une situation, t'es acteur de ta situation, t'es pas spectateur. En fait, il faut l'apprendre. Mais tout ça, ce sont des techniques, notamment de prépa mentale, qu'il faut, il faut y être sensibilisé, il faut le faire. Ouais. Pour moi, c'est vraiment l'outil premier. La clé, ouais. C'est vrai qu'en fait, la gestion des émotions aussi, finalement. Totalement, parce que les émotions, on parle tout le temps d'émotions dans le sport de haut niveau, d'ailleurs. On a l'impression que les émotions régissent le sport, mais c'est vrai. Mais on parle la langue des émotions. Dans la langue française, dans n'importe quelle langue, il n'y a pas de langue qui décrit. Il n'y a pas de mots qui décrivent ce qu'on vit. On parle la langue des émotions. Et ça, c'est un truc qu'on n'arrive pas à le capter tant qu'on ne le vit pas, en fait. Mais je ne suis pas capable de parler de ce que je vis en étant juste mathématique. Moi, je parle des... Neutre. Je parle des émotions. C'est ça, je vis des émotions. Il y a un moment donné dans ta carrière aussi où justement, cette charge mentale, ces émotions, tout ça, ça t'a submergé et où tu as senti qu'il fallait que tu te fasses accompagner, que tu te formes, comme tu le disais aussi, à ça, pour prendre du recul. Ouais, exactement. Quand j'ai vu que j'arrivais pas bien à m'entourer, quand j'ai vu que ça prenait trop de place dans ma tête, que j'arrivais plus... En fait, ça a été très simple. Mais il y a un moment, l'entraînement... Tu vois, on parle de charge mentale, mais en fait, c'est quoi la charge mentale ? La charge mentale, c'est un phénomène de surcharge émotionnelle qui fait qu'en fait, on se sent démuni un peu d'une situation. Et il y a plein de choses qui l'expliquent. L'irritabilité, troubles d'humeur. Il y a plein de manières de décrypter cet état qui ne sont pas liées qu'au sport de haut niveau, que tout le monde, homme, femme, n'importe quel corps de métier, de vie, peut rencontrer. Mais cette charge émotionnelle-là, il faut savoir la décrypter, cette charge mentale-là, d'où elle vient. Et quand tu arrives à comprendre d'où elle vient, déjà, ça te donne des outils un petit peu pour savoir vers quoi est-ce que tu es censé progresser. Des pistes de réflexion. Des pistes de réflexion, ouais, exactement. Identifier les facteurs de charge mentale, c'est pour moi aussi l'une des choses principales à prendre en compte et sur lesquelles travailler. Donc en fait, quand tu commences à être dans une situation de surcharge mentale, si tu en arrives là, le mieux c'est de l'éviter quand même.
c'est trouver comment éviter cette situation et surtout qu'elle n'empire pas. Donc oui, moi j'ai clairement eu cette sensation à un moment où l'entraînement était devenu quasiment secondaire. C'était quand ? C'était il y a 4 ans à peu près. 4 ans, j'arrivais plus. J'avais l'impression de me lever le matin et de plus être concentrée sur mon entraînement, mais de me concentrer sur tout l'à côté que j'avais à faire, parce que j'avais trop de sollicitations, c'était trop difficile. Et là, tu vois, j'ai pas eu à ce moment-là suffisamment de lucidité pour me dire, mais Manon, l'entraînement est plus ta priorité, c'est plus normal. L'entraînement devenait adapté à mes contraintes extérieures. C'est pas normal, pas dans le sport de haut niveau. Ça doit être l'inverse. Donc, il y a 4 ans, j'ai commencé à travailler avec une préparatrice mentale, ça m'a énormément aidée, ça m'aide encore énormément aujourd'hui, parce que tous les outils, je les utilise encore. Mais c'était trop tard dans le sens où j'étais déjà dans un processus de surcharge. T'as pas su identifier les facteurs, les éléments qui... Les éléments, c'était ce que je t'ai dit. Il y avait trop d'aspects que je gérais toute seule. Mais je ne pouvais pas m'en défaire parce que je n'avais pas autour de moi les gens pour prendre en charge ces aspects-là. Ouais. Donc il fallait que je trouve moi-même juste une méthodologie, une rigueur, une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses, de les penser, une autre relation aussi aux choses, tout simplement. Parce que quand on est ultra exigeant, quand on est... perfectionniste, c'est un trait de caractère, mais ça peut être très bien dans un sens et ça peut être aussi très délétère dans un autre. Et moi, dans le mien, dans mon cas, ça a été plus délétère. À un moment donné, c'est devenu délétère, en fait. Ça a eu un impact sur ta condition physique, même ? Totalement. Totalement. Quand t'es à l'entraînement et que t'es focalisé à la fois 50% sur ta performance, 50% sur le mail auquel tu dois répondre qui t'a stressé parce que t'as pas... Voilà. T'es pas à 100% dans l'entraînement. Quand à la fin de l'entraînement, tu pars vite sur ta boîte mail parce que t'as tout ça à faire et t'es pas en train de faire tes étirements, ta récup, etc., c'est délétère pour l'entraînement. Donc il y a un moment, la courbe de croissance sur laquelle j'étais inscrite, je ne l'ai pas suivie. J'ai pas suivi cette courbe de croissance, de performance, je veux dire. Ouais. À cause de ça. À cause de ça, bien sûr. À un moment, c'était trop. Donc j'ai essayé de tenir, trouver des solutions, mais je ne suivais pas cette courbe de performance sur laquelle j'étais inscrite depuis le début, quoi. Il y a eu un moment donné où, justement, le truc de trop, où tu t'es dit, bon, allez, ça y est, stop, maintenant. Là, je me fais accompagner, j'ai un suivi psychologique, je prends en charge tout ça. Il y a eu un moment de déclencheur, vraiment ? Non. Le moment déclencheur, c'est qu'il a fallu que j'implose complètement. J'ai essayé à maintes reprises d'être accompagnée. J'ai jamais trouvé vraiment les personnes qui ont réussi à prendre en charge ces aspects-là, qui étaient par exemple la communication, tout simplement. J'ai jamais réussi à compter suffisamment sur quelqu'un pour pouvoir me décharger d'une partie. J'ai été très bien accompagnée sur certains aspects, mais il y avait trop d'aspects encore que je gérais toute seule. Et j'ai essayé de tenir jusqu'à ce que je fasse un gros burn-out, en fait. Et ça, c'est arrivé... les mots, on les a mis l'hiver dernier. D'accord. Le mot burn-out, on l'a mis sur mon état l'hiver dernier. Mais c'était une situation qui était latente depuis plus d'1 an, 1 an et demi. C'est quelque chose que tu as tenu comme ça pendant des années. Ouais, j'ai une grosse capacité à gérer l'inconfort et à vivre dans l'inconfort. Mais j'ai tenu, j'ai fait des courses et j'ai vécu des choses dans ma vie dans des états de faiblesse. Je sais pas, c'est indescriptible en fait. J'ai un souvenir de ces moments-là de ma vie où j'étais dans un état vraiment de surmenage complet. Et je tenais, et ça se voyait pas. Ça se voyait pas que j'étais en train de craquer. Mais je tenais. T'es dans une phase de reconstruction là maintenant ? Ouais, vu comme j'ai explosé,
Non, de toute façon, il fallait, je veux dire, comme je te l'ai dit, je pense que rien n'arrive par hasard. Et le burn-out, il n'est pas du tout arrivé par hasard. Il est arrivé à un moment où c'était soit tu arrêtes, soit tu trouves des nouvelles ressources pour faire différemment, parce que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Donc là, je suis même plus que dans une phase de reconstruction. Je suis sur une autre dynamique. Mais il était important que je passe par là pour ne pas continuer parce que dans cet état-là, parce que de toute façon, mon corps en est arrivé à un moment où je ne pouvais plus du tout continuer comme ça. Je suis arrivée à un moment où sur une course, j'ai failli pas me relever en fait, du tout. J'ai cru que c'était la fin de ma vie. Et quand on arrive là, c'est que tu as été vraiment au bout du bout sur tous les aspects. C'était plus possible. T'as vraiment eu le sentiment que tu étais en train de mourir. Ouais, j'ai cru que je partais. Ouais. Et ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Parce que là, il y a une prise de recul qui est très forte. Et là, on se dit, waouh, tout ça pour du triathlon. Ouais. Même si le triathlon, c'est ce qui m'a construit en grande partie en tant que femme, en tant qu'adulte, en tant que... je suis heureuse comme tout d'avoir trouvé le triathlon pour me construire, mais j'ai été trop loin. Ça t'a détruite aussi. Ça m'a complètement détruite, ouais. Si tu devais donner des conseils, c'est toujours le mot un peu bateau, mais en tout cas pour que ça n'arrive pas aussi à d'autres personnes. Justement, toi, de ton expérience maintenant et de tout ce que tu as traversé et tout ce que tu as vécu, si tu devais donner, avec le recul maintenant que tu as maintenant, à date, qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là ? Comment s'écouter ? Comment essayer de ne pas aller au bout du bout et de ce sentiment de mort quoi, que toi, tu as vécu ? C'est pas une question évidente à répondre parce que forcément, chaque personne est différente. Bien sûr. Chaque tempérament va amener à des difficultés rencontrées qui vont être différentes. Pour moi, l'entourage, c'est vraiment la question première. Je dis pas que j'ai été mal entourée parce qu'il y a des personnes dans mon entourage qui sont exceptionnelles et sur qui je compte énormément et qui sont à l'origine de certainement beaucoup de ce que j'ai construit. Mais l'entourage, il est extrêmement important. En fait, dans ce genre de carrière sportive, il faut éviter tout ce qui est énergivore. L'entraînement demande une part d'énergie qui est énorme. Et l'à côté demande énormément d'énergie aussi. Donc si on se retrouve en plus entouré de personnes énergivores qui ne nous font pas gagner ni de temps, ni d'argent, ni de bien-être, faut s'en séparer. C'est très dur de le dire comme ça. On a un peu l'impression de se prendre pour des gens qui ont une tâche incroyable à faire sur cette terre. Mais n'empêche qu'il y a des métiers qui demandent ça. Il y a des métiers qui demandent à être hyper rigoureux dans nos relations. Si tu m'apportes pas quoi que ce soit, en temps, en argent, en bien-être, t'as pas ta place autour de moi. Et ça, c'est une force mentale. C'est une force de caractère qu'il faut avoir. Et il faut l'avoir très jeune. Parce qu'on peut perdre énormément de temps juste à être entouré des mauvaises personnes. La deuxième chose, je pense que c'est qu'il faut rester super proche de ses sensations. En fait, notre corps, il nous dit tout. Notre corps et notre tête, ils nous disent absolument tout. Toutes les ressources sont en nous. C'est à nous de choisir si on les écoute ou si on les écoute pas. Et souvent, c'est ça ta boussole. Si tu écoutes ta boussole, généralement, tu sais si tu es dans la bonne direction ou pas dans la bonne direction. Et après, le dernier conseil, si je dois en avoir que 3, c'est se former. Vraiment, pas estimer que le sport de haut niveau, c'est juste du sport. C'est pas du tout juste du sport. C'est vraiment une construction humaine et qui va demander à toutes les facettes de sa personnalité d'être à 1000%. Donc, il faut se former. Il faut trouver des méthodologies de travail, il faut être accompagné sur le plan psychologique, il faut lire des bouquins qui nous aident à comprendre la psychologie humaine, qui nous aident à prioriser ce qui peut nous faire avancer dans notre choix professionnel. Il y a un sujet aussi qu'on n'a pas abordé, mais je voulais te poser la question. Est-ce que tu dirais aussi que finalement le fait d'être une femme dans le milieu du sport de haut niveau, c'est une charge mentale supplémentaire ? Est-ce que justement il faut faire face à des défis supplémentaires en termes de pression psychologique, en termes de tout ça ? Je pense que comme dans n'importe quel autre milieu, la femme, elle n'échappe pas trop à cette charge mentale supplémentaire.
Je sais pas comment c'est foutu, mais Mal. je sais pas si c'est comme ça qu'on est foutu, mais on a un investissement, une implication dans les choses, dans les événements, dans les choix de notre vie, ou peut-être un recul moindre qui fait qu'on a toujours une charge supplémentaire, une charge mentale qui est souvent supérieure à celle de l'homme. Alors, je dis pas que c'est la faute de l'homme, c'est la faute de personne, mais il y a quelque chose qui fait que je sais pas, les choses prennent plus de place dans notre tête. Donc ça, on n'y échappe pas en tant que sportif de haut niveau, c'est pareil. L'autre aspect que j'ai remarqué, c'est que pour un même niveau de performance, il y a beaucoup plus d'implication de la part de la femme. Pourquoi ? Parce que pour atteindre un même niveau de performance, la femme doit s'entraîner plus. Et aussi parce qu'elle est moins suivie, moins bien suivie, par manque de connaissances, par manque d'intérêt de la part du corps médical, enfin du corps professionnel qui peut accompagner le sport de haut niveau. Donc elle va devoir mettre plus d'énergie parce qu'en fait, le suivi est moins adapté à sa singularité. Et ça, je pense que ça participe énormément à notre surcharge mentale. C'est qu'en fait, notre entraînement ou notre suivi n'est pas adapté. Donc, si tu mènes un bateau dans une direction, mais que c'est à contre-courant, qu'il avance à contre-courant, tu vas forcément devoir ramer plus fort parce que tu as quelque chose qui te freine. Donc, la surcharge mentale, elle vient aussi de là, d'un manque de pertinence dans l'accompagnement. Et que ce soit à tous les niveaux. Récupération, blessure, prise en compte des menstruations, par exemple, tous ces sujets-là. Exactement. Puis il y a cet aspect-là aussi très hormonal, tout simplement, qui fait qu'on a des cycles dans notre année où on est plus performante, moins performante. Et si on n'adapte pas en fonction de ces cycles, en fait, on s'épuise. Notre niveau, notre jauge d'énergie, elle descend, en fait. Est-ce que tu trouves aussi que, en étant une femme sportive, encore une fois, de haut niveau, t'es plus exposée aussi sur les réseaux, par exemple? Est-ce que tu trouves que tu te prends plus de haine ou de messages négatifs en étant une femme sportive de haut niveau? Et ce qui contribue aussi à la charge mentale, finalement. Totalement. En fait, le point très positif dans les réseaux sociaux, c'est qu'on est maître de notre propre com. On n'attend plus que le journaliste nous appelle pour expliquer quelque chose ou parler de notre actualité sportive. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Parce que du coup, tous les sports aujourd'hui peuvent avoir pignon sur rue et tous les athlètes peuvent avoir pignon sur rue. Et on peut réussir à se démarquer sans attendre qu'un média parle de nous. Donc ça, c'est vraiment un côté très positif des réseaux sociaux. Le côté négatif, c'est que du coup, c'est nous qui sommes maîtres de notre com et que du coup, tout repose sur nos épaules. Et aussi que finalement, il n'y a plus de barrière entre moi, athlète, être humain, et le regard et la vie des gens. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut apprendre à gérer parce que ça peut être très énergivore pour le coup. Je ne sais pas si en tant que femme, on est plus sujette à des critiques parce que je ne suis pas un homme et que je ne connais pas ce qu'un homme peut traverser sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas que les hommes n'aient pas de commentaires négatifs, n'aient pas de critiques. Je pense qu'il y en a énormément qui en ont aussi. Là où ça va être un petit peu plus compliqué, je crois, c'est qu'on est souvent sexualisé dans n'importe quel sport. On est très souvent sexualisé et que finalement notre corps devient l'objet de conversation. Et c'est gênant parce que notre corps, c'est un outil de travail à la base. Et nos tenues sportives sont des uniformes de travail et que on reste des femmes avec des formes et que sportives, pas sportives, en fait, c'est même pas un sujet. Le corps de la femme, c'est le corps d'un homme, c'est juste de la chair et puis voilà. Mais on est sexualisé et on est beaucoup pointé du doigt, on est beaucoup jugé parce que il faut trouver le bon équilibre entre se servir de notre féminité parce que c'est un atout, c'est quelque chose qui est joli, la féminité, et ne pas se rendre sexualisable. Ouais. Et ça, c'est pas facile à faire. Ça, c'est pas un exercice que les femmes devraient faire finalement. Bien sûr que non. Ça rajoute encore plus. Ça rajoute de la pression, ouais, bien sûr. Penser à toutes ces choses-là, l'image que tu projettes, comme tu disais, même si tu as la main sur tes réseaux, c'est quand même... c'est un poids, quoi. Ouais, c'est un poids. Et pour te raconter l'anecdote, quand j'ai annoncé que j'étais enceinte,
Et j'ai perdu 600 abonnés. Mais non. Ouais. Arrête. En une semaine quasiment. Waouh. Et c'était drôle parce qu'en fait, moi, ça m'a fait rire sur le moment. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais c'est quoi le rapport en fait ? C'est quoi la relation ? Et en fait, c'est là que tu te rends compte que quand t'es une femme, je sais pas, je crois qu'il y a une relation au corps ou qui fait que t'es regardée d'une certaine manière et d'un coup, quand t'es enceinte, t'es plus regardée de la même manière. Et ça a été très violent d'une certaine manière. Parce que je leur en veux pas, hein, s'ils veulent pas suivre une grossesse, il n'y a aucun problème, c'est pas du tout ça. Mais il y a quand même un rapport au corps qui est présent là. Il y a quelque chose, il y a une question. Parce que le corps, la grossesse est moins sexualisable aussi, forcément. Bah, c'est sûr, c'est pas... c'est beau, mais je sais pas magnifique. si c'est sexy. Bah si. Non, mais après, peu importe. Je veux dire, on n'est pas toujours obligé d'être sexy. Mais c'était assez drôle de voir ce phénomène-là. Ouais. C'est fou. Pour aller aussi vers des solutions, est-ce que tu penses que pour alléger cette charge mentale des sportifs, des sportives, est-ce que les clubs, les fédérations, tout cet encadrement-là aussi pourrait faire quelque chose, pourrait faire mieux pour aider les sportives ? Il y a énormément de choses à faire. Je pense que la chose première à faire, c'est que c'est un peu le nerf de la guerre, hein, c'est donner des moyens financiers d'abord, pour qu'on puisse mettre des moyens financiers sur des professionnels qui puissent nous accompagner. Parce que la première chose qui fait qu'on ne peut pas être accompagné, c'est qu'on n'a pas les moyens de se faire accompagner. Donc déjà, mettre des moyens financiers pour que je puisse, par exemple, quand je dis je, c'est on, hein, oui. mais que je puisse prendre un community manager, avoir un avocat qui puisse relire tous mes contrats de partenariat, avoir un expert comptable, toutes ces choses-là sur lesquelles je passe énormément de temps, non seulement à me former, parce que j'y connais pas forcément grand-chose, mais aussi du temps exécutif, hein, pour que mes dossiers avancent. Ça, c'est la première chose. Pour moi, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Si on a plus d'argent, forcément, ça va être un peu plus simple. Et la deuxième chose, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans le fait de regrouper un petit peu les informations. Avoir ce fameux guide, le fameux, même si voilà, chaque cas est particulier et qu'il faut savoir adapter une carrière sportive en fonction de l'individualité de chacun, je pense qu'on peut travailler sur des espèces de guides, des espèces de fascicules aussi, pour qui nous permettent de comprendre toutes les étapes par lesquelles on va passer potentiellement, qui nous fassent gagner du temps, qui nous fassent gagner de l'énergie. Et éventuellement aussi un regroupement de noms de professionnels. Par exemple, je cherche un community manager. Qui sont les personnes compétentes qui peuvent m'aider ? Les annuaires. Exactement, une forme d'annuaire, une forme de regroupement, en tout cas, de noms de professionnels qui seront aptes à nous aider en fonction de nos particularités. Ouais. Ça, je pense que c'est des choses qui sont très concrètes, qui peuvent à mettre en place. Et je pense pas trop compliquées à mettre en place en plus, qui peuvent faciliter et éviter de perdre certains jeunes très doués qui n'ont pas ces compétences-là parce que pas le temps, parce que pas le bagage scolaire pour se rendre compte de ces aspects. Je pense qu'on perd pas mal de gens juste dans cet aspect pratico-pratique. Tout à fait. Voilà, le message est passé. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Maintenant, les clubs, les fédérations, etc., toutes les instances dirigeantes du sport. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas difficiles à mettre en place et qui aideraient grandement les sportifs et les sportives. Merci beaucoup, Manon, encore, pour ce partage d'expérience et toute ta transparence qui fait beaucoup de bien et qui aidera, je l'espère, beaucoup de sportifs et sportives qui nous écouteront. Donc merci beaucoup et moi je vous donne rendez-vous toujours avec Manon la semaine prochaine pour un nouvel épisode.